avant de commencer, j'aimerais juste définir un petit peu la terminologie, deux termes de base, les liens concordants et les liens discordants. Les liens concordants, simplement, ça veut juste dire qu'il n'y a pas eu de différence entre une situation 1 et une situation B. Donc, rien n'a changé. Mais les liens qui nous intéressent dans le cadre de ces analyses-là, ça va être les liens discordants. C'est des liens qui indiquent une modification d'une situation A à une situation B. Il y a eu un changement. C'est ce qu'on va essayer de retrouver avec nos analyses. Donc, le plan pour la présentation d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser les réseaux co-occurrence différentielle? C'est quoi le concept de base? Comment interpréter les résultats? Quelques exercices, puis à la fin, je vais vous faire un petit pop quiz pour voir si vous avez bien compris les questions. Donc, n'hésitez pas, quand je vais poser des questions, à répondre. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On est là pour apprendre. Donc, commençons avec pourquoi on voudrait utiliser les réseaux de co-occurrence discordants. La première question, c'est pour savoir qui interagit avec qui. Une autre question, ça peut être est-ce qu'un traitement affecte la population et comment? Et la troisième question, c'est comment est-ce que les interactions sont affectées dans la population, dans les genus ou dans tout autre point de comparaison? Maintenant, pour ce qui est des concepts de base, on va commencer plus simple avec qu'est-ce qu'un réseau de co-occurrence avant d'aller dans les discordants. Donc, les réseaux de co-occurrence, c'est une analyse qui permet de visualiser les interactions entre différents composants d'un milieu. Ça peut être des micro-organismes composant un microbiome ou un microbiote, les étudiants dans une classe, des cultures bactériennes dans un plat de pétri et bien plus. Donc là, on va avoir notre premier petit exercice. Ici, on a 4 plats de pétri avec 3 types de bactéries. On voit dans la communauté 1 qu'on a 2 mauves, 5 verts et 2 bleus. Dans le deuxième, on va avoir 3 mauves, 4 verts, 2 bleus. Dans le troisième, on a encore 2 mauves, 2 verts, 7 bleus. Dans le quatrième, on a 3 mauves, 9 verts et 2 bleus. Maintenant, en regardant ça rapidement, est-ce qu'on peut détecter une tendance visuellement? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire si on voit une tendance? N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Bon, pas grave. Donc là, ici, quand on regarde les relations avec le mauve, il ne varie pas, peu importe comment les autres communautés varient. On peut donc dire qu'il n'est pas affecté. Tandis que quand on regarde vert, il est pas mal stable tout le temps, initialement dans les 2 premiers. Mais on voit que dans le 3, il descend, les populations étaient assez basses, juste à 2. Puis dans le quatrième, il était à 9. Donc, il y a eu une augmentation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en même temps? On voit que quand vert est très faible, bleu est très haut. Mais bleu, quand on regarde, quand il y a 9 verts, il est encore à 2, ce qui est la même chose dans le cas 1 et 2. Donc, on pourrait dire que la présence de vert inhibe la présence de bleu, mais pas l'inverse. Ou on pourrait dire, ça pourrait aussi être l'inverse, la présence de bleu inhibe la présence de vert. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est un réseau de co-occurrence, mais juste visuellement, c'est pas mathématique encore. Donc, de quoi est composé un réseau de co-occurrence? C'est composé de 2 entités. Les nœuds, donc ici, nos colonies microbiennes, et les liens, c'est les variations d'abondance. Je vais vous montrer un exemple dans pas long. Mais ça, il y a un point qu'il faut garder en tête, c'est que c'est des concepts purement mathématiques, ça n'intègre aucun concept biologique, de métabolisme, ni de génétique, ni de phylogénétique. Donc, toutes les variations qu'on voit, il faut vérifier pourquoi est-ce qu'on voit ce changement. Est-ce que c'est à cause des conditions du milieu ou est-ce que c'est à cause du métabolisme, production, par exemple, d'antifongiques, d'antibiotiques ou autres. Pour ça, il faudrait plus faire une revue de littérature pour pousser davantage l'analyse. Donc, de quoi ça a l'air un réseau de co-occurrence? Pour ceux qui n'en ont jamais vu, en voici un très petit. Ici, on voit les lignes vertes. Ça veut dire que c'est un lien positif. Quand un est présent, l'autre a aussi tendance à être présent également en plus grande quantité. Et on a le contraire, le lien rouge qui indique une relation négative. Donc, quand un est présent en quantité, l'autre diminue. Là, ici, vous avez remarqué, les nœuds ont différentes tailles. Plus un nœud est grand, plus l'abondance de cette espèce-là est grande. Et également, la largeur du lien veut aussi dire à quel point le lien est
significatif. Plus le lien est faible, moins il a tendance à être significatif. Là, ici, on peut voir qu'on peut mettre des légendes au genus pour savoir est-ce qu'on a les mêmes groupes phylogénétiques ou non. Donc maintenant, on va aller à la comparaison entre les DCN et les CN. Qu'est-ce qui les différencie? Moi, j'aime faire une analogie avec les métriques de diversité alpha et bêta. Les réseaux de concurrence en utilisent ou n'analysent qu'une seule variable indépendamment des autres. Donc, on peut dire qu'on observe les impacts intra-traitement, donc comme les diversités alpha. Tandis qu'avec les réseaux de co-occurrence différentiels ou discordants, on va analyser les variations en deux conditions ou jeux de données. Malheureusement, on est limité à deux variables. C'est toujours des analyses de paires. Mais ça permet de voir les variations inter-traitement, donc comme une diversité bêta. Théoriquement, on pourrait faire tous les calculs de toutes les paires, mais malheureusement, ça demande énormément de ressources informatiques. C'est des analyses qui sont relativement longues. Donc, c'est pas recommandé de toutes les faire. C'est plus recommandé de trouver les paires qu'on veut comparer. Par exemple, comparer nos traitements à un témoin. Comme ça, on limite le besoin en ressources informatiques et également le besoin en analyse de données par la suite. Mais là, on a vu c'est quoi un réseau de concurrence, mais on n'a pas vu comment c'est construit. Donc, on va regarder ça rapidement. C'est construit à l'aide d'une matrice d'association ou aussi appelée agency en anglais. Il y a plusieurs formules ou algorithmes qu'on peut utiliser pour les construire. En voici trois qui sont recommandés en microbiologie. SPARS-CC, qui est une analyse de corrélation. CC-LASSO, qui est aussi une analyse de corrélation, mais qui est construit sur SPARS-CC, mais en améliorant certains aspects. Il y en a aussi Spring, qui est probablement l'une des meilleures, mais malheureusement, c'est un type d'analyse qui est de dépendance conditionnelle, ce qui fait qu'elle n'est pas nécessairement compatible avec des analyses qu'on doit faire par la suite. Donc, une fois qu'on a choisi nos formules, nos algorithmes, on va pouvoir créer une matrice d'association, un GCM, Group Connection Matrix, c'est ce qu'on voit ici. D'un côté, on va avoir les valeurs, et de l'autre, c'est quoi, à quel point c'est significatif. Et c'est une matrice qui est symétrique. Donc, le milieu, ça va tout le temps être 1 parce qu'il compare les mêmes paires. Et ça ici, c'est important de voir que c'est des matrices avant sparsification parce que probablement, quand on va filtrer nos données pour construire le réseau, on va venir enlever tout ce qui n'est pas significatif ou très peu significatif pour réduire visuellement de quoi a l'air le graphique. Sinon, c'est illisible. Quand je disais que Spring n'est pas compatible avec tout, c'est pas compatible en particulier avec la méthode discordante, qui est une des méthodes, une des meilleures méthodes pour venir analyser les réseaux. Sinon, il faut utiliser d'autres méthodes comme par exemple les permutations qui sont très longues, qui demandent beaucoup de ressources informatiques. Et donc, selon notre flot de travail, ça peut être handicapant de devoir travailler avec les permutations. Donc maintenant, ça, c'est comme ça qu'un réseau de concurrence est construit, mais comment est-ce qu'on fait le réseau de discordance ou différentiel? C'est relativement simple en théorie. On va créer deux matrices, une pour chacun de nos jeux de données, puis on va venir faire une matrice de différence où ils vont simplement venir faire la soustraction de tous les liens, de toutes les petites cases pour venir voir, OK, y a-t-il eu un changement entre les deux? Donc, par exemple, moi, j'ai utilisé le NetCommit pour construire mes réseaux. Vous pouvez aussi utiliser MicroEcho, mais je le recommande moins parce qu'il n'est pas spécialisé pour ce type d'analyse-là et c'est dur de bien le paramétrer. Avec NetCommit, c'est relativement simple. Ça va créer les deux matrices, puis automatiquement, ça va créer la matrice différentielle. Puis la suite, ensuite de ça, la matrice différentielle va être analysée. Ah oui, Webson? Ah oui, c'est juste par rapport là, parce que là, tu parles beaucoup il y a comme des noms, là, des fonctions, là, tu as Oui. net comique. Tout ça, c'est quoi? C'est des packages C'est un qui. package R. Je vais Ah. montrer c'est quoi le workflow de notre commis dans environ deux diapositives. Mais oui, c'est Mhm. votre question. C'est toutes des analyses qu'on peut faire sur R relativement facilement. Ah, ok, parfait. Merci.
Puis ensuite, notre matrice différentielle, elle va être analysée soit avec la méthode discordante ou avec les permutations. De quoi ça peut avoir l'air une matrice de co-occurrence? C'est relativement simple, ça a l'air de ça ici. On va voir, c'est important de noter que c'est pas une analyse directionnelle. Donc, la position dans la matrice n'a pas d'importance, c'est simplement par ordre alphabétique. Ou quand c'est construit, c'est dans l'ordre que c'est initialement. Là, on peut voir, comme tantôt, la valeur va de 1 à moins 1, où 1 veut dire qu'il y a une interaction positive, moins 1, c'est une interaction complètement négative, et 0, il n'y a pas d'interaction entre les deux. Donc là, on peut voir rapidement de quoi ça a l'air. Mais là, pour répondre à la question de Webson, quand on travaille avec Netcomi, par exemple, ça, c'est le workflow. La première étape, ça va être de préparer nos données. Donc, soit avec des tables d'OTU, d'ASV ou juste de compte. On peut venir faire de la filtration des échantillons et des taxons directement à l'intérieur des analyses. Pour ce qui est de la normalisation du traitement zéro, ce qui est vraiment intéressant avec Netcomi, c'est selon la méthode qu'on va décider d'utiliser, par exemple SparCC, CC-Lasso ou Spring, ils vont choisir eux-mêmes c'est quoi la méthode de normalisation et du traitement du zéro qui est optimale pour cette condition-là. C'est sûr que si on veut venir choisir avec plus de contrôle, on peut venir spécifier c'est quelle la méthode de normalisation du traitement du zéro qu'on veut et c'est quoi les paramètres qu'on veut y indiquer, mais sinon, ils vont en choisir par défaut. Ensuite de ça, quand on veut construire les réseaux, on va aller à l'étape 2. On va estimer les associations et d'ici, on peut aller à la construction des réseaux différentiels ou on peut continuer avec les réseaux de co-occurrence. Quelque chose qui peut être intéressant quand on ne veut pas nécessairement construire les réseaux différentiels, c'est juste faire une comparaison de réseaux où ils vont mettre simplement les deux réseaux un à côté de l'autre, puis on peut visuellement regarder c'est quoi les différences. C'est moins puissant et ça peut amener à certaines confusions par rapport aux analyses différentielles, mais c'est une option si on veut que ce soit un petit peu plus simple visuellement parlant. Donc, juste un petit rappel, une petite information. Quand on va regarder dans pas long les liens différentiels, la direction des liens, c'est important. Quand on va construire le réseau, on doit donner notre premier jeu de données et notre deuxième. Notre premier jeu de données, data 1, va tout le temps être à gauche et notre deuxième jeu de données va tout le temps être à droite. Et les liens, par exemple, si on a moins, plus, le moins, ça va être pour le data 1 et le plus, ça va être pour le data 2. Et c'est tout le temps entre deux nœuds. Donc, par exemple, deux genres, deux espèces bactériennes ou deux entités. Tout le temps dans la direction data 2 vers data 1. Maintenant, pour la section qui est plus interprétation des résultats, on va avoir quelques petits points importants à se rappeler. C'est quoi la différence entre discordance et concordance? C'est-tu quelqu'un qui veut essayer de deviner c'est quoi les liens concordants? Personne? OK. Le petit concordant, c'est positif? En gros, pas nécessairement. Ça veut dire oui positif, mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement. Donc, Ah, OK. c'est, par exemple, plus, comme relation positive, relation positive. Les deux sont négatifs. Par exemple, on pourrait dire de la prédation. Les changements, le traitement n'a pas eu d'impact sur les populations, puis ça reste une relation de prédation. Quand un est là en grand nombre, l'autre diminue. Les 0-0, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet, peu importe. Ils n'interagissent pas entre eux. Et les liens discordants, on en a 6. Ils sont affichés ici. Je ne les nommais pas tous. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est avec toutes les couleurs, c'est qu'on peut voir rapidement, quand on a un très petit jeu de données où on a vraiment starifié les données, on a vraiment filtré tout ce qui était faible, c'est qu'on peut facilement voir, OK, qu'est-ce qui change? Puis contrairement au réseau de co-occurrence initiale, la taille des nodes, ça n'est plus une abondance. Ça ne veut pas indiquer à quel point le genre, l'espèce est abondante dans notre jeu de données, parce que ça, on le perd entre les deux. Et par exemple, la taille du lien reste important. Ça va monter, plus le lien est significatif, plus la ligne va être épaisse. Et donc ici, par exemple, on a mon témoin, puis ici, on a un de mes traitements. Donc, on peut voir ceux qui ont eu un effet positif par rapport à la condition témoin et traitement, et l'inverse.
Et là, c'est important de se rappeler qu'est-ce qu'on compare. On compare la situation 1 à la situation 2, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a causé ce changement-là. Est-ce qu'on a amélioré les conditions du milieu ou est-ce que c'est au niveau des micro-organismes, ils ont une niche qui a été remplie, donc il y a plus de compétition, ou est-ce que c'est juste que les conditions du milieu sont rendues plus propices pour les deux, ou à l'inverse, sont rendues défavorables aux deux entités? Donc là, je vais donner la réponse tantôt, mais est-ce qu'il s'agit d'une analyse directionnelle? Non. Donc, ce que ça veut dire ici, la différence entre une analyse directionnelle puis non dirigée, c'est que, par exemple, quand on regarde ces deux liens-là, qui sont 0 moins, en fait, non, je vais prendre plutôt un vert. Un 0 plus, on ne sait pas s'il y en a un des deux qui favorise le lien positif, les deux, est-ce qui favorise le lien positif, ou c'est juste l'environnement. On ne sait pas la cause du changement d'interaction. Si on voulait faire des analyses directionnelles, c'est possible, mais c'est avec des analyses plus euclidiennes, qui sont un petit peu plus complexes, que je ne présenterai pas ici, mais c'est possible de faire ces analyses-là sur R, mais malheureusement, NetComi n'est pas conçu pour ce type d'analyse, ni micro-écho. Donc maintenant, on va faire une petite mise en situation. Donc là, si vous voulez interagir, ça va être le moment. Donc, si nous avons un réseau de co-occurrence différentielle entre la condition fertilisée et non fertilisée, et deux nœuds, oïdium et pénicillium, en nœud 1, oïdium et en nœud 2, pénicillium, reliés par un lien plus-moins, que pouvons-nous en tirer? Ça serait quoi la stratégie pour analyser ce résultat-là? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Bon. La première stratégie, ça serait de décomposer la situation. Le traitement fertilisé a un lien, un signe plus. Ça veut dire que l'abondance d'oïdium et de pénicillium est plus élevée dans le groupe fertilisé. Le deuxième point, c'est le traitement non fertilisé a un lien moins. Donc, l'abondance d'oïdium et ou de pénicillium est plus faible dans le groupe non fertilisé. Ça, il faut que je mentionne, c'est des données fictives, c'est pas des vrais résultats. Donc, là, on a nos deux situations. Donc là, on pourrait essayer d'en tirer une conclusion. Le lien plus-moins, donc la relation entre les deux a drastiquement changé dans le groupe fertilisé quand oïdium ou pénicillium est fortement présent. L'autre a également tendance à l'être. Et cette association est positive. Cette association positive est significativement plus forte ou de direction opposée à celle du contrôle. Donc ça, c'est ce qu'on peut en tirer rapidement. On peut aussi en tirer que leur relation positive est due au traitement. Parce qu'avant, c'était négatif, maintenant, c'est positif. Maintenant, quelles sont les hypothèses du pourquoi on a eu, vous savez, ce changement? Est-ce que dans la situation non fertilisée, pénicillium libérait des antifongiques, des antibiotiques qui inhibaient la présence d'oïdium, mais qu'avec le traitement, les conditions sont rendues plus favorables, donc ils arrêtent de produire ces derniers? Il y a beaucoup d'hypothèses qu'on pourrait émettre, mais tout ça, pour les analyser, il faudrait vraiment plus faire une revue de littérature entre les deux espèces ou les deux genres bactériens, fongiques ou autres. C'est une type d'analyse qui est là pour nous aider à comprendre une situation en nous faisant poser plus de questions. Mais là, on a le lien, mais comment est-ce qu'on peut vérifier c'est quoi les changements d'abondance? Ici, j'ai simulé 3 situations avec le fertilisé puis le contrôle et la différence qu'on observe. Donc, on voit qu'initialement, dans le contrôle, il y a tout le temps un lien négatif avec l'un ou l'autre des groupes. Et dans le fertilisé, on voit une augmentation par rapport. Donc, on peut dire que la discordance est positive de moins à plus. Mais ça, comment on peut faire pour vérifier que c'est vraiment cette situation-là? Il va falloir qu'on observe l'abondance dans nos données. Et pour ça, c'est assez simple. Il faut juste regarder les graphiques d'abondance. Là, je vous ai mis le pire graphique à utiliser et je vais vous montrer les meilleurs plus tard, le bar plot, parce qu'on a juste les valeurs maximales, on n'a pas les valeurs minimales. Mais d'ici, on peut déjà voir, OK, il y en a une qui est très abondante, l'autre l'est moins, puis les deux, ça a augmenté dans la situation. Parfois, la variation d'abondance peut être relativement faible, mais mathématiquement, elle est significative. Donc, maintenant, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces changements? Comme j'avais mentionné tantôt, ça peut être les conditions du milieu sont rendues plus favorables ou défavorables, compétition pour les ressources, production d'organismes antifongiques, antibiotiques,
et bien autres. Donc, tout ça, c'est vraiment avec les revues de littérature qu'on peut répondre à la question. Donc, si on sait déjà quel organisme nous intéresse, c'est plus facile de savoir d'aller chercher l'information. Faire attention. Là, je vais demander votre participation. Qu'est-ce que le zéro dans plus zéro implique? Je l'avais mentionné tantôt, mais c'est un petit peu plus que ça. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Personne, OK. Ouais, ben, est-ce que c'est le zéro, c'est qu'il n'y a pas un changement, dans le fond? Qu'il n'y a pas eu de variation? C'est ça. Mais c'est pas de changement significatif. Ah. Et également, selon comment on va venir sparifier nos jeux de données, notre réseau, un lien qui pourrait être négatif, très faible, pourrait être transformé en zéro simplement parce qu'on dit que c'est pas assez significatif. Donc, parfois, comme on pourrait mentionner la capacité de tampon d'un sol, parfois, quand est-ce qu'on va échantillonner, un effet peut ne pas être encore visible, simplement parce que, par exemple, avec les bactéries, si on fait une extraction d'ADN, peut-être qu'ils sont sous forme d'endospores, donc quand on fait l'extraction, on va quand même obtenir l'ADN, mais ils sont peut-être pas actifs dans l'environnement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, c'est juste que peut-être que la perturbation n'a pas encore eu un impact visible, calculable. Donc, le zéro, c'est pas juste qu'il n'y a rien eu, c'est qu'il n'y a rien eu de significatif. Maintenant, on va faire quelques exercices, puis on va prendre mes données en exemple. Donc là, ça va être des vraies données. Là, désolé pour le petit jumpscare en bon français. Voici de quoi a l'air un réseau discordant avec une quantité réaliste de données. Ça a l'air de ça. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, rapidement? Quelqu'un a une petite idée? Au fait, à mon avis, c'est dur. C'est vraiment mélangé. Tout ça, Ouais. c'est comme si tu vois qu'il y a Donc, la couleur verte est comme plus centralisée, il d'autres plus rouge, rose autour, mais oui, moi, personnellement, je trouve vraiment mêlant. c'est vrai. Ben, en fait, ça, c'est la bonne réponse. La seule chose qu'on peut dire avec ça, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions. Donc, il y a eu un impact des traitements. Mais on ne peut rien faire d'autre. Donc, étant donné qu'on ne peut rien faire avec sa forme actuelle, il faut faire autre chose. On a deux principales options. Un, ça serait travailler avec le réseau avec Gelfi. Gelfi, c'est une application qui permet de facilement venir explorer, modifier les réseaux d'interaction. C'est pas dans R, c'est une application par elle-même. C'est très puissant. C'est pas très, très user-friendly, mais c'est quand même relativement facile de comprendre comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de tutoriels en ligne sur YouTube, entre autres. On peut modifier la gravité, on peut modifier, OK, les liens en bas de telle valeur, on les enlève. Comme ça, on peut vraiment venir sparifier notre réseau pour que ce soit visuellement analysable. Sinon, on peut simplement sortir les données sous forme de table. Donc là, par exemple, ici, j'ai mes 4 traitements, mes 4 réseaux avec le traitement et témoin. Et je suis venu sortir la quantité de liens pour chaque lien discordant. Puis c'est sûr que si on a juste ça, c'est comme, ah, c'est cool, on voit que ça interagit beaucoup et certains liens sont plus présents que d'autres. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de venir sortir la proportion de ces liens-là pour voir mathématiquement c'est quoi les liens, le type de liens qui sont le plus abondants. Ce qui est intéressant de voir, c'est que entre ces deux traitements-là, 35, 39, 43, 45, donc on voit un certain pattern entre les deux. Et ici, 27, 27, 25, 23, 29, 33. C'est quand même intéressant de voir qu'on a des trucs des patterns qui se répètent. Un autre point qui est vraiment intéressant et important à regarder, c'est le total des liens. On voit ici, il y en a 15 000, environ 15 500, 18 000 et 18 000. Donc, on voit que certains réseaux sont plus interactifs que d'autres. Donc là, ça peut nous amener à observer la question, quel est notre traitement qui impacte le plus les communautés microbiennes et est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Parce qu'on peut être amené à dire que de passer d'un lien positif à un lien négatif, c'est mauvais, mais pas nécessairement. Parce que si un des nœuds qui est affecté négativement, c'est un pathogène, un prédateur ou un parasite, on est content qu'il soit présent en plus petite quantité,
Mais c'est sûr que si on parle d'un micro-organisme comme Rhizobium, où on veut que ça soit présent pour la pour fixer l'azote, lui, on n'aimerait pas que ce soit un lien comme ça, on préférait que ça soit un lien comme ça. Donc là, ça nous amène à notre prochaine étape de l'analyse. Il faut prendre un choix. Qu'est-ce qu'on va analyser davantage? Là, pour le cadre de la présentation, j'ai décidé qu'on allait analyser le traitement FMNS, le réseau FMNS, et ses liens plus-moins. Donc là, quand on va analyser ça, on peut pas tout analyser parce qu'il y a quand même 469 paires. Parce que chaque lien est en 2 nœuds. C'est sûr qu'il y a certains nœuds qui vont se répéter, mais les observer tout en même temps, ça peut demander beaucoup de temps, c'est pas nécessairement ce qui nous intéresse. Donc là, on peut venir chercher plus d'informations. C'est quoi dans mon cas, les genres bactériens qui sont présents, les genres qui sont présents les plus abondamment. Dans mes jeux de données, j'ai les champignons, j'ai les nématodes et les plantes. Donc là, on voit que pour ce réseau-là, le nœud le plus interactif, c'est un nématode avec un total de 49 liens. Puis ensuite, le deuxième, le Coleoptrichum à 47. C'est quand même intéressant de dire que sur les 669, environ 10%, c'est avec juste 2 nœuds, ces 2 nœuds-là. C'est sûr qu'ici, la position dans node 1 node 2, comme j'avais mentionné, c'est pas important étant donné que c'est pas une analyse dirigée. Donc, la position node 1 node 2 n'est pas importante. Donc là, la prochaine étape, ça serait, OK, analysons le coadaptitis. Avec quoi il interagit? Donc, avec quel autre 49 il interagit? Donc là, on a plusieurs moyens de faire ça sur R. On peut facilement explorer nos jeux de données avec l'option filtrer. Donc, on peut venir filtrer les colonnes pour extraire seulement les informations qu'on veut. Par exemple, on sait qu'ils sont tous en node 1. Donc, on va chercher Canopditis en node 1, puis le type de edge qu'on veut, c'est le plus-moins. Là, on a tous ceux avec qui il interagit. Mais si vous voulez être plus efficace et pouvoir sortir l'information plus facilement, la bioinfo, c'est génial pour ça. Donc là, ici, on est capable d'extraire la liste complète de tous ceux avec qui il interagit. Donc, les 49. Mais là, une fois qu'on a ces 49-là, on peut se poser la question, est-ce qu'ils interagissent de la même façon? Est-ce que c'est aussi significatif les uns des autres? Et c'est quoi les abondances initiales et finales? Par initial, je veux dire dans le contrôle et final, je veux dire dans le traitement. Donc, comment on peut vérifier ces relations-là? Comme j'avais mentionné tantôt, avec les graphiques d'abondance. Donc là, voici un petit bar plot avec les 49 genres fongiques, nématodes et plantes. Puis on peut voir, il y en a que c'est très, très faible. Il y en a qu'on voit, dans le témoin, très peu abondant, mais dans le contrôle, très peu abondant, mais dans le traitement, on voit qu'il y a une plus grande variation, une plus grande abondance. Donc ici, on a notre Canopditis. Et là, si on veut pousser les analyses davantage, on peut aller observer, OK, avec tel autre nœud, de quoi ça a l'air la condition initiale et finale, comment ça varie. Dans le cas de présentation, allons voir le Paraphoisphaeria, qui a l'air intéressant parce qu'il y a une grande variation de l'abondance dans le traitement. Petit bémol, ça, c'est les abondances des gènes annotés. C'est pas des données transformées, mais quand les réseaux sont construits, il y a des transformations. Donc, ce qu'on observe ici, ça peut avoir l'air moins significatif que celui-là. Donc, par exemple, quand on regarde ces deux-là, il se pourrait que Canopditis affecte négativement Paraphoria dans le contrôle, mais dans le traitement PF, la relation devient positive. Donc, est-ce que les deux populations augmentent en même temps ou est-ce que leur relation négative était due à une compétition pour les ressources? Donc, est-ce que c'est l'environnement ou est-ce que c'est les individus? Donc là, une mauvaise méthode d'aller observer ça serait de regarder tout ensemble, toutes les graphiques d'abondance. Je ne le recommande pas, c'est illisible. Plutôt, on devrait sortir un histogramme à points liés, comme ici. Comme ça, c'est facile de voir c'est quoi les différences. Quand on voit ici le traitement contrôle, il y a très, très peu de variations. On voit que quand Canopditis augmente, il augmente aussi.
OK. Quand on regarde le traitement, on voit que le Paraphosphoria, je n'ai pas choisi le plus facile, désolé, il est présent en plus grande abondance, ce qui n'est pas le cas avec Candiditis. Il est présent un petit peu, les abondances sont un petit peu plus faibles. Là, visuellement, on pourrait se dire, ça, ici, il n'y a pas d'effet. Ici, l'effet ça a l'air un petit peu compliqué à analyser. Donc, on peut sortir les valeurs qu'on avait dans notre matrice d'association. Dans le traitement, on avait une association négative d'environ de 0,12, mais dans le contrôle, on avait une association négative de 0,02. Donc, c'est relativement proche du 0 ici, plus que du 1. Donc, ça paraît que c'est pas tout à fait significatif, il n'y a pas une grosse variation. Mais ici, c'est négatif, mais on se souvient, le lien est plus-moins. L'analyse discordante va pas prendre en compte est-ce que l'interaction est négative dans le cas 1 et dans le cas 2, c'est l'évolution commence à changer. Donc, il peut encore avoir une interaction négative, mais mathématiquement, il y a quand même une augmentation des abondances du contrôle au traitement. Ce qu'on ne pourrait pas voir nécessairement avec un réseau de co-occurrence, simplement, parce que dans le réseau de co-occurrence, les deux vont avoir un lien négatif. Mais avec les formules, les analyses de discordance, ils vont venir voir, OK, non, ici, le lien est rendu plus positif qu'il était avant. Comme on peut voir, ça augmente, tandis qu'ici, quand ça augmente faiblement à peu, à pas du tout. Donc, c'est pour ça que ça peut être un petit peu compliqué à interpréter, simplement parce que visuellement, ça peut être mélangeant par rapport aux analyses. C'est sûr qu'il y a des relations qui sont plus faciles à observer, qu'on voit clairement que c'est rendu un lien positif, mais quand c'est faible, ça peut être un petit peu dur visuellement à le confirmer. Donc maintenant, ça, c'était comment on peut interpréter les résultats, comment on fait pour les analyser. Et là, je vais vous passer un petit pop quiz. J'aimerais ça que vous participiez, voir si vous avez compris ou non. Donc, la première question, c'est est-ce qu'on va toujours retrouver une paire plus-moins et moins-plus quand les nœuds 1 et 2 sont intervertibles, selon vous? Est-ce quelqu'un qui veut se lancer? J'ai le goût de dire oui. Dans ce cas-là, J'ai le goût de dire oui. t'as tort. Simplement parce que l'analyse n'est pas dirigée. Donc, la position des nœuds n'a pas d'importance. Mais c'est simplement pour ça. Aussi. Si on a... Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Mathieu? Oh, pas grave. Donc, Non, c'est bon. Simplement parce que c'est pas une analyse dirigée. La position des nœuds, c'est simplement par ordre alphabétique ou dans l'ordre que c'était dans nos matrices. Pour la deuxième question, qu'arriverait-il au résultat si on insère le contrôle en data 1 et le traitement en data 2 si on inverse les jeux de données? Là, Mathieu aurait raison. On inverserait le signe du lien parce qu'on inverse la situation. Aussi simple que ça. Étant donné que le lien fait la différence entre data 1 et data 2, si on inverse data 1 et data 2, on inverse la direction du lien également. Et là, une petite question piège. Travaillons-nous avec des abondances relatives ou des abondances absolues quand on travaille, par exemple, avec de la génétique ou avec des données de séquençage, selon vous? Ça, c'était une question plus pour mon équipe de recherche. Je vais donner la réponse. On travaille presque exclusivement avec des données relatives parce que, par exemple, si on utilise du séquençage amplicon, on a des biais de PCR qui viennent modifier les abondances un petit peu. Même avec la métallurgique shotgun, qui n'utilise pas l'amplification PCR nécessairement, il va avoir quand même des biais de séquençage. Donc, si on voulait vraiment avoir des abondances absolues, il faudrait qu'on confirme la présence par PCR individuellement de chaque individu. Donc, ça reste que nos résultats, ça reste des résultats relatifs et non pas des résultats absolus. Hop. Maintenant, pour la quatrième question, comment pouvons-nous interpréter un lien négatif moins 0 entre oïdium en N1 et le dorifort adulte en N2 par rapport à un réseau DCN, pesticides de synthèse en data 1 et biocontrôle en data 2? Pardon. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Est-ce que Webson, ça tenterait de te lancer?
Ouais, c'est juste, moi, c'est pas vraiment encore mon champ, Ouais, là, pas de problème. mais, ben, tu sais, si on regardait un symbole des négatifs positifs, j'aurais tendance à dire que, La c'est négatif comme neutre. négatif neutre, c'est ça, tout simplement, Ouais. mais, Bon, pas de problème. J'ai une question. Euh, Le oui, pesticide de synthèse, c'est un fongicide ou c'est un ah, insecticide? là, tu relèves une excellente bonne question. Ça reste des données fictives. Ça, c'est un exercice fictif, c'est pas des vraies données. OK. Donc là, ça, c'est une question qu'il faut se poser dans l'interprétation. C'est une excellente question. Parce que, par exemple, une hypothèse qu'on pourrait avoir, c'est que l'utilisation de pesticides entraîne une réduction de la population de l'un ou l'autre des organismes. Donc, mais pas le biocontrôle. Donc, peut-être c'est un insecticide pour le deuil-fort ou c'est un fongicide pour Oïdium. Qui sait? Mais par exemple, pour le biocontrôle, une des théories pourquoi est-ce qu'il pourrait ne pas avoir d'effet, c'est que l'effet du biocontrôle affecte les deux populations également ou qu'il n'y a pas d'effet sur l'autre. Par exemple, si on parle d'un biocontrôle qui attaque uniquement le stade larvaire du dorifort, les populations adultes pourraient ne pas être affectées du tout. Si on parle, par exemple, euh, un prédateur qui mange les larves ou un parasitoïde qui infecte seulement les larves, selon quand est-ce qu'on échantillonne, on pourrait ne pas voir le résultat du biocontrôle. Un autre point une autre hypothèse, ça pourrait être la réduction de la population de l'un des ravageurs entraîne une augmentation de la population de l'autre. Ça amène un lien négatif parce qu'un augmente, l'autre descend. C'est un autre intérêt qu'on pourrait voir. Le dorifort mange les feuilles. Donc, Oïdium, qui est un champignon sur les feuilles, s'il y a moins de feuilles, il y a moins de comptes de Oïdium si on fait un décompte visuel. Parce que ce qui est important aussi pour ces données-là, c'est que c'est pas obligé d'être des résultats de séquençage. Ça peut être aussi des données qu'on a comptées manuellement. C'est des tables de compte, que ce soit de l'ADN, des ASV, des OTU, ou simplement des comptes d'individus. On pourrait avoir aussi une autre interprétation, c'est que une autre étape, c'est allons observer les tables d'abondance afin de déterminer quelles populations sont affectées et comment. Parce que juste voir le lien, c'est visuel, c'est le fun de se dire, OK, il y a cette interaction-là, comment ça a changé, mais on ne sait pas comment et pourquoi ça a changé. C'est un autre point qu'il faut aborder. Et là, vous pouvez mettre toutes les autres hypothèses qui sont valables. Est-ce que le fongicide, est-ce que le pesticide attaque juste les champignons, juste les dinosaures, ou est-ce que c'est un herbicide, puis ça a juste tué la plante, comme ça, le dinosaure était encore dans le champ, mais l'oïdium n'était plus dans le champ. Si on comptait aussi sur les mauvaises herbes, ça peut être une des hypothèses. Donc, merci de votre écoute. Si vous avez des questions que vous n'avez pas posées durant la présentation, sentez-vous à l'aise de les poser. ben, moi, j'ai eu, mais c'est vraiment juste au niveau Oui, vas-y. de peut-être des présentations, de, mettons, comment est-ce que tu organises tout ça dans un, mettons, si tu veux publier, mettons, des Ouais, résultats, là. J'ai vu que au niveau des images, là, comme parfois ça devient très compliqué, comme on a vu en exemple, là, que c'est oui. trop dense. Et là, mettons, tu vas trouver ça dans une revue scientifique, ce qui, mettons, tu vas présenter ça comme ça, ou tu vas essayer, il y a une façon de décomposer, et après ajouter des tableaux. Donc, Ouais. si par exemple, tu voulais publier un réseau différentiel dans une publication ou autre, un réseau sous cette forme-ci, c'est une excellente figure à ne pas mettre. Parce Ouais. qu'elle veut rien dire, c'est pas interprétable. Cependant, si, moi, comment je vois ces analyses-là, c'est, dans le cadre de mon projet, c'est très large, mais si tu t'intéresses vraiment à comment est-ce que un individu en particulier interagit avec les autres, parce que tu travailles, par exemple, avec l'érable, on va lancer ça de même. Donc, comment est-ce que tu peux traiter ce graphique-là? C'est avec, par exemple, Gelfi qui permet de traiter facilement les réseaux, enlever tous les nœuds qui sont pas connectés à l'érable. Comme ça, Mhm. tu pourrais avoir juste l'érable interagit avec qui et comment. Donc, venir filtrer énormément juste pour conserver un nœud que tu veux et toutes ses paires. C'est comme ça. OK. Sinon, moi, je ne mettrais pas ça dans les publications sous cette forme-là. Je mettrais plus ça sous la forme de tableau comme celle-ci, où on va OK. montrer, parce que là, c'est facile à interpréter. Tu sais c'est quoi la quantité, tu sais c'est quoi les proportions.
Et là, tu peux en faire référence dans ton texte. OK. Je vois, c'est vrai que comme c'est des big data là, il y a beaucoup au niveau visuel, c'est des bien compliqué, c'est pour nous de Parce que ça, simplifier. ici, c'est comme, au moins, c'est lisible. Mais par exemple, est-ce que tous les points t'intéressent? Est-ce que c'est tout pertinent à ta publication? Ça, c'est une question qu'il faut que tu te poses. Si tu as juste comment un individu ou un groupe d'individus interagit avec le reste, retire tout ce qui ne fait pas partie de cet individu-là. Tout qui n'est pas en pair avec lui. Parce que, par exemple, ce groupe-là, il n'était pas important, ben, tu l'enlèves et autres. Donc, c'est juste qu'il faut bien filtrer pour que ça soit interprétable visuellement parce qu'un article, c'est pas juste pour show off, hey, regarde la quantité de données que j'ai. Il faut que la figure doit venir supporter ton texte, non pas l'inverse. Ouais. OK. Mais merci. De rien. Est-ce que quelqu'un d'autre avait des questions, des commentaires? Ouais, j'ai une question pour toi, Guillaume. Oui. Dans le fond, je vois que est-ce que c'est le genre d'approche qui, en écologie, peut nous permettre de comprendre des relations parasitoïdes, parasitées, par exemple, ou encore comprendre, on découvre un nouvel insecte, de comprendre son rôle dans un milieu, par exemple, à savoir est-ce qu'il l'association qu'il peut avoir avec. Ouais. Ça serait possible. Cependant, ce n'est pas c'est pas une analyse dirigée. Peut-être pour toi, étant donné que tu sais c'est quoi ta question, selon si tu vas faire la littérature ou tu veux faire plus d'analyses par la suite pour l'avoir dirigé avec des analyses euclidiennes, tu pourrais. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est tu pourrais avoir le compte de parasitoïdes adultes, le compte de, par exemple, ta plante ou ton insecte qui est parasité et ceux qui sont pas parasités. Puis regarder selon les traitements, les conditions, est-ce que quand c'est nuageux, quand c'est ensoleillé, la durée du jour, voir, OK, comment est-ce que ça affecte et comment est-ce que ça vient modifier les interactions entre les deux? Ça fait qu'on parle d'interaction, la relation, c'est pour comprendre, dans le fond, pas tant la relation, mais la dynamique, peut-être dans la relation que ça peut servir. OK, ouais. Parce que ça, c'est basé avec l'abondance, mais on appelle ça quand même un réseau d'interaction, de co-occurrence, parce que on va voir les dynamiques, comment ça change. Parce que si on revient un petit peu plus loin, ici, quand je montrais ça ici, ça, c'est juste pour montrer en exemple. C'est pas nécessairement des données que je discuterais dans un article. Mais on peut voir, ici, il n'y a pas vraiment d'interaction. L'abondance, il se suit, mais un petit peu moins. Mais dans le traitement en tant que tel, on voit qu'il y a un changement. Donc, le para, il est beaucoup plus présent, même si Carnobitis diminue. Donc, la relation négative ici ne serait pas nécessairement que Carnobitis affecte négativement le para, ce serait plutôt potentiellement l'inverse. Parce quand on voit ici, le para, il est très haut dans celui-ci, mais tu vois que Carnobitis descend. Donc, il est moins abondant qu'un para est très abondant. Donc, c'est ce genre d'information-là. C'est sûr que c'est pas une interaction qui est très, très, on va dire, significative avec le moins 0.1. Ça serait plus facile visuellement de le voir avec un moins 9. Pourquoi je vous présente celle-ci? C'est parce que ceux que j'avais qui étaient à moins 9 ou à plus 0.9, l'abondance était tellement faible que sans les transformations, on ne voyait pas les variations. Mais ça permet de voir les différences d'abondance, comment les synergies changent dans le milieu entre les traitements ou les perturbations quelconques.